Nous allons commencer la deuxième partie de notre soirée. Je vais tout simplement vous rappeler un petit peu le principe de notre cycle de conférences qui est en fait d'abord autour de la question des minorités dans les pays musulmans. Mais nous avons fait le choix justement pour chaque réunion de choisir quelqu'un qui est notre conférencier aussi principal, venu, on peut dire, du monde musulman. Ce soir, on avait Hamid Saïmi qui nous a parlé de la situation des minorités ethniques, on peut dire, kabyles en Algérie, mais toujours suivi par une personne qui est, on peut dire, sûrement peut-être iranienne, qui va nous parler aussi de même question, mais concernant l'Iran. Alors c'est pourquoi nous avons pensé, en ce qui concerne les minorités ethniques, de parler justement de la situation des minorités kurdes en Iran. Nous avons pensé à M. Nick Ravesh, qui est ici à côté de moi, qui a accepté notre invitation pour ce soir. Je vais très rapidement vous présenter M. Nick Ravesh et je vais lui céder la parole après sa présentation. On aura tout de suite le débat qui va suivre. Alors, M. Nick Ravesh est en fait d'abord, le sujet dont il va nous parler aujourd'hui, c'est la situation du peuple kurde en Iran. Il est interprète juré et membre du conseil du bureau kurde d'information et de liaison. En fait, depuis 1978, il est militant pour les droits civiques et politiques du peuple kurde. Et il est également spécialiste autodidacte des problèmes des minorités en Iran. En fait, en 1979, il a été arrêté pour ses activités contre le régime du Shah. Il a fait quelques mois en prison. Et entre 1980 et 1987, il était aussi arrêté, je pense, à plusieurs reprises, si je ne me trompe pas, pour les mêmes activités politiques, mais cette fois contre le régime islamiste. En juin 1987, il a pu fuir en fait, de la prison et il est arrivé en Belgique en février 1988. Et il a été réfugié politique reconnu par l'ONU et la Belgique. En fait, depuis qu'il est en Belgique, il est impliqué dans les activités diverses, des activités socio-culturelles. Il participe régulièrement aux débats télévisés et radiophoniques. Il est président également d'un ASBL humanitaire kurde. Je ne suis plus. Okay. CRK, qui est le diminutif de Croissant rouge, symboliquement kurde, qui a été créé dans les années 90. Moi j'étais 6 ans et j'ai missionné pour des raisons internes. Et il soutient et accompagne des personnes kurdes, iraniennes et afghanes dans leur intégration en Belgique, quelque part. On est aussi des collègues. Je connais M. Kamem Zalali depuis, je crois, déjà quelques années. Je suis témoin personnellement de son dévouement, justement, pour les demandeurs d'asile, des gens qui sont dans des situations vraiment très précaires et très difficiles en Belgique. Voilà, je vous cède la parole. Voilà, merci avant tout, Madame, Monsieur Honoré d'être parmi vous et merci pour Asbel qui m'a donné ce temps de parole pour parler de souffrance, de tragédies parmi d'autres tragédies qu'on parle dans le monde et souvent ignorées. Il y a tant de victimes vraiment ignorées, mais seulement parfois aussi des victimes qui sont privilégiées. On parle d'eux, on leur transforme en porte-drapeau. Mais il y a aussi tant d'autres minorités, comme on dit, Tamoul, Tibétains, peuple d'Afar, Amazir et tant d'autres. Mais je pense que
Je commence cette soirée avec vous, comme j'étais à 2 reprises en fait. J'étais arrêté en 78, pas en 79, durant quelques temps et après par le régime islamiste actuel au pouvoir. Depuis tout petit, j'étais révolté parce que j'avais dit 11-12 ans, on m'a obligé de lancer parce que c'était le fait de monarchie de 2500 ans. Et alors, j'avais un professeur, même lui, il était de l'Iran, il avait une forte accent, il me punissait pourquoi je parle une forte accent en kurde. Et ça n'a jamais guéri, ça restait. Permettez-moi de commencer cette soirée avec vous en pensant à tous ces innombrables hommes et femmes kurdes torturés, lynchés, assassinés, disparus, et tous ces milliers de gens qui sont vraiment encore dans le joie de tyran. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'Iran, mais sans oublier d'autres pays. Je pense que sans exagération, la tragédie du peuple kurde, c'est une tragédie très édifiante parmi toutes les complexités, tous les peuples opprimés qu'il y a par-ci et là. Pour un peu rendre, surtout pour le public non kurde au fond et d'autres, un peu une brève volet historique, même que je ne suis pas de formation historien, je crois que quelques notes historiques et importantes s'imposent en parlant kurde. Qu'est-ce que c'est kurde? Pour beaucoup de gens, d'où il vient? Qui sont? En fait, en résumé, le peuple kurde, c'est un peuple qui est un des plus anciens peuples indo-européens, à peu près l'histoire équivalent à celui des Persans, qui l'ont formé pour la première fois dans l'histoire, 700 siècles avant l'ère chrétienne, la dynastie Mède, cette dynastie était battue, qui était leur empereur Astique ou Ashtiak en kurde, dans l'alliance de l'Empire perse et assyrite. Et en l'an 550, ils ont perdu le pouvoir, mais ils ont sauvegardé toujours leur autonomie, leur principauté jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. La tragédie principale aussi survient justement le XXIe siècle, c'est le siècle tragique, le siècle noir pour le peuple kurde dans son ensemble. Je reviendrai. Après la défaite d'aventure coloniale de plusieurs pays dits civilisés, qui ont été obligés de battre le retrait et se replier sur la métropole, il y a eu l'invention de l'idéologie État-nation, Catherine II en Espagne, jacobinisme en France, l'État-nation anglophone et d'autres. Plus tard, pour des raisons à la fois idéologiques et aussi mercantiles, il a fallu que dans le Moyen-Orient, il y a une copie conforme ou quelque chose semblable aux États-nations doivent se créer dans l'espace moyen-oriental, plusieurs États-nations, Pakistan, Iran, Turquie, Israël et d'autres. Notre sujet, c'est justement l'Iran, parler du problème des Kurdes. On a besoin des heures et des heures, on n'arrivera même pas à parler d'un minimum de tragédies accumulées par ce peuple. J'essaierai d'être résumé et parler vraiment d'événements iraniens, de ne pas trop s'arrêter sur l'histoire ancienne. Ce sont des travaux d'historiens et dans des contextes différents. Tout simplement, j'aimerais bien, pour résumer, parler du partage du Kurdistan. Comment ce drame, ce déchirement, ce système d'un peuple qui forme quasi un des plus grands peuples du monde privé de ce droit fondamentaux, qui forme quasi 40 millions d'êtres humains, est survenu. La première partie, on peut dire, ça commence le 23 août 1514, le partage du Kurdistan entre l'Empire ottoman et l'Empire safavide. Deux empires, l'un, safavide, qui était soutenu par la Grande-Bretagne pour affaiblir l'empire sunnite d'Ottoman. Ça fait donc, de facto, ces deux empires, ils transforment une grande partie du territoire de Kurdistan dans un champ de bataille, parfois fort sanglant, et très souvent au détriment de peuples kurdes et de grands massacres. Depuis lors, la lutte des Kurdes, petit à petit, ça organise pour la revendication légitime de leurs droits
à exister dignement aux côtés d'autres peuples. Ils ont toujours plus ou moins maintenu leur forme d'autonomie. Il y avait différents principautés. Dans le Kurdistan turc, il y en avait une dizaine de principautés, en Irak, il y en avait, et ailleurs, et surtout dans le Kurdistan iranien, il y avait des principautés de Baban, il y avait des principautés à Hasnoui, il y avait d'autres principautés qui se sont perdurées jusqu'à 1880 pratiquement, que le problème devient plus aigu, et surtout après les grands soulèvements de 1880 en Kurdistan iranien, il survient un grand massacre. Ce soulèvement, ça va stopper jusqu'à la participation kurde dans le mouvement constitutionnaliste qui avait une but démocratique à l'époque pour créer un État, disons, basé sur une sorte d'entre-autonomie et fédéralisme. C'était le but initial du constitutionnalisme iranien dans les années 1906-1907, d'où ils ont, jusqu'à cette époque-là, vous voyez, l'Iran, il y avait vraiment des régions, il y avait des régions, bien évidemment, on disait vraiment la province de Baban qui était kurde, la province d'Arabestan qui était le sud de l'Iran, l'Azerbaïdjan était créé, le Baloutchistan qui était créé, donc il y avait une sorte de reconnaissance de facto, diversité culturelle, au sens très classique du terme, mais toutes ces choses se compliquent justement après la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, vraiment, c'est un événement majeur dans la détresse et la tragédie accumulée, surtout pour le peuple kurde, qui voit vraiment tous ses droits bafoués et se retrouve face aux répressions systématiques, face aux discriminations sans cesse et de massacres et de déportations assez criants en Iran. Ça coïncide aussi après la Seconde Guerre mondiale, après le génocide arménien 1915-1916, on se retrouve en Iran face à une situation assez chaotique. Et puis, le danger de cette lutte meurtrière entre vision capitaliste, qu'à l'époque le leadership était la Grande-Bretagne et aussi la Grande Union soviétique, faisait que les Britanniques ils voyaient tout leur intérêt d'avoir des pays centralistes avec une idéologie État-nation érigée en Turquie et surtout en Iran pour vraiment transformer ces deux grands pays comme des forteresses inaffranchissables pour empêcher toute influence des idées de l'Union soviétique d'un côté et de l'autre côté aussi surtout empêcher cette révolution soviétique d'avoir accès aux océan Indien et aussi d'éveiller éventuellement toute une série de mouvements progressistes ou de revendications identitaires. Donc on arrive tout doucement à la fin de la dynastie des Qajars. Le Grande-Bretagne trouve il est temps de bouger, donc il trouve un homme religieux, Seyed Zia, qui était un homme assez influent parmi le clergé iranien, et surtout un certain colonel, un officier de l'armée qui était un bon tueur en fait, nommé Reza Mir Panj. Panj, ça veut dire 5. Reza Mir 5. En fait, avec l'aide logistique et le moyen nécessaire, bien suffisant, il organise le coup d'État de 1919. Et 6 ans plus tard, le même gouvernement, sur le Conseil des Grands-Bretagne, il projette d'interjeter une base d'un Iran unifié, un Iran au singulier, une seule leadership, un État central et une position d'une seule langue. Et 10 ans plus tard, on voit qu'il apparaît, d'ailleurs jusqu'à cette date-là, dans le document de diplomatie d'ambassade Iran à l'étranger, toujours on dit pays perse, mais pour que ce pays perse ne soit pas synonyme d'une seule culture, et il faut vraiment tout noyer dans une démarche idéologique d'uniformité d'un État-nation fort, le nouvel an de 1935, le Reza Shah change le nom de pays perse en Iran. Donc en fait, on a noyé le mot persan dans le mot iranité, comme ça aussi les autres minorités aussi disparaissent de facto du paysage politique. Ça faisait partie du projet
d'imposition d'une idéologie État-nation qui ne connaît pas aucune forme de pluralité. Bien au contraire, le but fondamental d'une idéologie, ce comme si cette idéologie était une sorte de Dieu vengeur qui va avoir une religion véhiculée qui est vraiment le chauvinisme, uniformatrice, dans une folie de grandeur, dans une idée d'exclusion de toute forme de manifeste diversité. Donc ça interjetait toutes les bases de violence qui n'avaient qui n'avaient aucune raison légitime pour que cette violence-là soit pratiquée à l'égard de l'ensemble des citoyens, particulièrement des minorités ethniques. Ce soir, on parle de Kurdes, mais sans oublier que l'Iran aussi a d'autres minorités. Quand on parle de minorités, en fait, aucune de ces minorités-là sont minorités politiquement, mais aucun de ces groupes de population n'est pas minorité sur sa terre natale qui vit, qu'il soit le Kurde, Azari, Balouche, Turkméen ou Arabe d'Iran, quoi. Soit. Donc on impose une vision vraiment très foudroyante. Depuis lors, il y a eu énormément à la fois un mouvement général anti-dictature contre le Reza Shah, contre son fils, et aussi parallèlement à ça, il y a eu pas mal de mouvements de revendications d'identité et lutte contre l'apartheid étatique, l'apartheid imposé à différents composants historiques d'Iran qui sont de minorités ethniques, comme je viens de citer, jusqu'à on arrive au lendemain, au début de la Seconde Guerre mondiale. Donc en 1941, Reza Shah, qui était vraiment mis au pouvoir avec l'aide britannique, tout à coup, il fait quelques déclarations de sympathie pro-nazi. Et donc, on était en pleine guerre mondiale, ça lui a vraiment coûté cher. Donc, il a dû être destitué de sa fonction de monarque absolu. Et on amène son fils, à peine 21 années, Mohammad Reza. On l'a couronné comme roi absolu, à condition qu'il reste fidèle. Et cette période-là, ça coïncide aussi avec un espace à la fois entre guerres qu'il y a entre rivalité Est-Ouest, et de l'autre côté aussi l'éveil de conscience des minorités opprimées, et aussi affaiblissement de cette monarchie fait que parmi de peuples qui veulent vraiment se libérer de cette dictature, de cette tabou d'État-nation et revendiquent haut et fort ses droits, ce sont les Kurdes d'Iran, qui sont pour la première fois, ils s'organisent bien sur le barème comme les gens kurdes, vous savez, l'association de vie de Kurdes, en 1940, et un an après, il devient le Parti démocratique kurde d'Iran. Ce même parti-là, il profite de l'affaiblissement du gouvernement central et il crée symboliquement la première république dans l'histoire kurde, une république même éphémère qui a duré exactement, ça commence le 3 janvier 1945 et il se termine le 15 décembre, donc moins d'un an, quoi. Pourquoi? Parce que avec l'aide de l'armée britannique et le soutien logistique des États-Unis, la République était écrasée dans le sang, des milliers de ses cadres ont été arrêtés, Ghazi Mohammed, le fondateur, des centaines de combattants et des cadres de PDKI ont été arrêtés et ils ont été pendus d'une façon sommaire, sans aucun projet équitable. Il y a eu par après des répressions durant des années et des années, ça a duré jusqu'à l'avènement, après que le Shah d'Iran, il a continué à la fois dans cette lutte anticommuniste primaire et de l'autre côté aussi dans cette continuation obstinée que l'Iran est toujours singulier et la terre d'Iran est sacrée et tous ceux qui revendiquent le moindre droit forcément sont des séparatistes, donc on peut leur appliquer tous les châtiments imaginaires et inimaginables. Donc, on est en plein la guerre froide, le Shah d'Iran il a la carte blanche, il doit agir comme il veut dans l'impunité totale, il n'est pas le seul d'ailleurs, il y a le régime turc, il y a le négationnisme total, regarde le Kurdes là-bas, c'est un autre sujet. Donc en Iran, il y a malgré toutes les répressions, tous ces massacres, tous des milliers de prisonniers kurdes qui sont en prison,
la lutte continue dans la clandestinité, jusqu'à l'avènement de 1979, qu'on se souvient, l'avènement de communique, et je vais encore revenir davantage sur cet aspect plus spécifiquement. Mais avant ça, j'en reviens aussi, comme on dit, très connu dans le monde de destruction de culture niée ou interdite. Très souvent, le rôle d'appauvrissement économique, ça fait partie d'une politique inhérente et innée de dominateurs. Par exemple, aussi bien à l'époque de monarchie absolue que jusqu'à nos jours, le Kurdistan, après le Baloutchistan d'Iran, c'est la région la plus sous-développée. Par exemple, selon les statistiques mondiales de ressources humaines, selon aussi des chiffres donnés par l'autorité iranienne, par exemple, en 2011, les PIB, le revenu par tête et habitant en Iran, était environ 12 300 $. Or, les revenus de la population kurde par tête d'habitant étaient moins de 1000 $. Donc, ça fait 12 fois moins. Et au Baloutchistan, c'est beaucoup plus dramatique. Pourquoi? Parce que tout était à côté de la misère, interdiction de culture, et avoir accès au renseignement qui est toujours nié, et maintenant ça devient de plus en plus pire. Cet aspect de répression économique, ça peut vraiment mettre à genoux. Ça fait partie, c'est connu, c'est très classique. Dans le processus de destruction d'un peuple, il faut absolument aussi lui empêcher d'avoir un confort matériel pour qu'il n'ait pas le temps de développer sa culture, sa personnalité, ses rayonnements culturels et spirituels aussi. Territoire de Kurdistan iranien, par exemple, quand je dis vraiment le terme de minorité, parfois ça reste un débat juridique et à la fois aussi un débat politique sur cet aspect de minorité. Qu'est-ce que c'est une minorité? Parfois on appelle ça une minorité religieuse, de quelques centaines, voire de quelques milliers de personnes. Ce terme peut être exact par rapport aux masses écrasantes qui est à côté de cette minorité qui les rend insignifiantes. Mais je pense que quand on parle de minorité ethnique, dans le contexte de peuples niés ou de peuples privés de leurs droits politiques, sociaux et culturels, il faut voir est-ce que c'est une minorité comme gitan dispersée ou c'est un groupe de peuples qui vit dans une région à majorité écrasante, qui est formée de mêmes peuples, qui partagent le même destin, la même aspiration, la même langue, la même histoire, le même rêve de droit et de liberté, quoi. Dans le cas des Kurdes, ce n'est pas le cas. Par exemple, en Iran, après la population persane et la population azari, les Kurdes sont le troisième groupe de peuple iranien. On peut estimer environ 10 millions les Kurdes. 1 million de Kurdes, ils ont été déportés. À l'époque, c'était beaucoup moins, mais maintenant, on estime 1 million, 200 000 au nord de la province de Khorasan, à l'époque des Safavides, pour empêcher d'utiliser ces gens-là dans un éventuel affrontement contre les Turkmènes et Ouzbeks. Mais dans l'ensemble de Kurdistan, ça représente quasi 4 fois la superficie de la Belgique en termes de superficie géographique avec 10 millions d'habitants. Donc c'est une région très riche sur le plan économique. Le sous-sol de Kurdistan est vraiment très riche en tout ce qui est produits miniers, mais seulement, comme il y a une politique depuis le début du XXe siècle, l'avènement d'État-nation jusqu'à l'avènement du régime actuel, on a empêché toute forme de développement économique. C'est simple, moins de 5% des populations ouvrières de Kurdistan travaillent dans le secteur, disons, de production secondaire. Il n'y a vraiment pas du tout le moyen d'extraction de sous-sol de Kurdistan. Il y a très peu d'activités dans le secteur secondaire, à part l'agriculture et aussi les travailleurs saisonniers qui se déplacent un peu partout en Iran. On a délibérément choisi de ne pas investir dans la province de Kurdistan pour empêcher ce peuple de se développer tout simplement.
On arrive en fait vers la fin de la monarchie des Shahs d'Iran. Les Kurdes ils ont participé activement aussi bien dans le mouvement gauche pluriel iranien que dans des mouvements kurdes comme le Komala, surtout des démocrates, Komala et d'autres mouvements comme l'Union révolutionnaire kurde. Tous ces mouvements-là, ils sont réorganisés. À l'époque des Shahs, certains existaient déjà, et d'autres comme mouvement révolutionnaire kurde, ça me souvient par après. Il y a eu beaucoup parmi les jeunesses kurdes qui se sentaient tout petits, le poids de la discrimination et aussi, que ce soit économique, culturel, social et politique. Beaucoup de jeunes kurdes ont été motivés vraiment à soutenir l'ensemble des mouvements qui étaient posés au Shah d'Iran. Beaucoup d'entre eux ils ont donné leur vie, beaucoup se trouvaient dans la prison, un certain nombre à l'époque du Shah se trouvaient en exil, et même ces gens-là, ils ont réussi, avant l'arrivée à être la Khomeini, d'aller voir à Paris en disant, voilà, d'accord, on est battu, on a donné notre sang depuis des décennies contre la monarchie absolue, contre la tyrannie de père et de son fils, Reza Shah et son fils, pour que l'Iran devienne un espace de liberté et de prospérité. Et dans cette prospérité, les Kurdes aussi doivent avoir leur part, leur reconnaissance. Khomeini a promis de retour en Iran. En islam, il n'y a que la paix. Moi, de toute façon, je ne suis pas contre nos frères kurdes et d'autres. Ils sont aussi libres dans leur choix de vie, dans leur mode de vie, dans leur culture. Et ils ont le droit aussi d'être développés économiquement parce qu'ils ont vraiment été mis à côté par l'époque de monarchie mécréante. C'était le propos de Khomeini. Donc à l'époque, les Kurdes ils ont soutenu plein d'organisations, qui soient de communistes, surtout de communistes, mais aussi de religieux, entre autres. Et certains Kurdes croyaient bien, si les clergés arrivent au pouvoir, après tout, pourquoi pas, on va leur donner une chance pour voir est-ce que vraiment ils sont des gens de bonne foi ou non. Et donc il est survenu l'avènement de la révolution islamiste en 1979, le 11 février 1979. Le Kurde, tout de suite, il s'organise. À Mahabad, le Parti démocrate, il se légalise. Les délégués kurdes, avec Sherazine Husseini, Qassemlou, les gens de Koumala, tous ensemble, cette délégation, ils se rendent à Qom et à Téhéran pour parler avec l'Ayatollah de démocratie, droit de l'homme, autonomie. Et pourtant, tout ça, Khomeini à Paris, avec Kotibzadeh, Khomeini et tant d'autres, ils ont vraiment parlé avec la délégation kurde. Juste quelques mois auparavant, que nos frères kurdes, ils ont le droit de vivre, ils ont souffert de la dictature de Reza Shah et de son fils, donc ils doivent être libres. Mais alors, comme ces gens ils travaillent dans la même démarche de unicité de la patrie, unicité de la langue et unicité de Dieu, ils ont continué, quelques mois après, on peut citer à peu près vers 28 ou 29 mars, donc à peine 3 mois après l'arrivée de Khomeini en Iran, à peine l'organisation, les milices islamistes Pasdaran sont organisées avec la gendarmerie, ils les lancent pour écraser les rébellions kurdes à Sarandaj. Donc le bombardement, Sarandaj, surtout dans le premier jour, à peu près environ 400 civils massacrés par le bombardement de l'aviation et de l'hélicoptère et aussi artillerie de l'armée iranienne. Cette même délégation retourne auprès de Khomeini et demande « Mais qu'est-ce que vous a dit ? Nous, le Kurde, on a souffert de coup, on ne demande pas grand-chose dans le cadre Iran. On revendique ce qui est notre droit légitime, ça veut dire le droit culturel, le droit politique, démocratie, autonomie. » Et avec la Khomeini, là, il change la version en disant « Écoute, non, de toute façon, dans le Coran, le mot démocratie et l'autonomie, tout ça, ça n'existe pas, nous sommes des frères musulmans. » Donc il y a vraiment une hausse de ton. Très peu après, les Kurdes, après leur retour de Qom et de Téhéran, ils boycottent le référendum truqué, c'était un référendum qui avait une allure de coup d'État qu'autre chose, dans la République islamique, oui ou non. Il n'y avait pas d'autre choix.